Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo actu. Et oui, un petit peu d'actu quand même. En ce mercredi. On a un peu d'actu parce qu'hier il s'est passé deux trois choses. On a eu deux trois petites infos, notamment Mercato. Et puis on a eu un message de Pablo Longoria on va regarder ensemble. On en reparlera évidemment demain soir pour le live La Tribune OM que en direct sur YouTube et sur Twitch maintenant. Donc voilà, mais on va faire une petite vidéo, voilà, petit point actu pour voir un petit peu ce qui s'est passé et voir les dernières nouvelles. Et on va commencer du coup par ce message de Pablo Longoria. Alors Pablo Longoria qui a communiqué hier sur LinkedIn et non pas sur notamment le site de l'OM ou sur Twitter. Il a directement communiqué de manière personnelle. Voilà, ce qu'on me dit au club, hein, c'est de manière personnelle. Alors, bon, le message, je pense que vous l'avez tous lu. Je vous le mets à l'écran, vous l'avez. Ce qu'on peut retenir, simplement, c'est que je trouve que déjà dans le timing, c'est plutôt bien vu. Parce que là, on est dans le cœur du sprint final. Il reste 5 matchs à jouer. C'est vrai qu'une communication de Pablo Longoria, c'est quelque chose d'important. Peut-être que certains auraient préféré une conférence de presse, peut-être que certains auraient préféré peut-être une vidéo sur YouTube par exemple, pourquoi pas. Mais au moins là c'est de l'écrit, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le comprendre. Et je trouve que le message est assez clair, hein. Voilà, on parle d'union, on n'est pas là pour désigner des coupables, ni pour alimenter le bruit. Bon, ça vient évidemment ensuite à cette histoire de top qui a été sortie par la presse. Il insiste bien en disant: je ne parle pas ici pour créer un effet, je parle parce que je crois profondément en ce que nous faisons. Alors, encore une fois, certains pourront nous dire: oui, non, mais ça c'est que de la communication à deux balles. On peut quand même penser que effectivement, il veut avoir un discours mobilisateur. Il veut surtout que voilà, l'ensemble du club, que ce soit joueurs, staff, salariés et supporters, parce que il met les supporters évidemment dans l'équation, qui est une union sacrée. Et il finit le message en disant: et nous allons y aller sans bruit, sans peur et avec détermination. Écoutez, nous c'est tout ce qu'on demande, hein, de la part de notre équipe, parce que la détermination, il y en a peut-être un peu manqué sur certains matchs. De la peur, on a peut-être vu un petit peu par exemple contre Monaco. Donc voilà, il va falloir réagir. Le match contre Montpellier, de toute façon, et voilà, c'est un Montpellier qui est au fond du gouffre. Alors, on est les spécialistes pour réveiller les morts, mais là, ça sera au-delà de réveiller les morts. Là. Donc, très clairement, la victoire est obligatoire. J'ai envie de dire peu importe la manière, même si peut-être pour certains la manière va compter, mais là, il faut prendre les 3 points. Voilà. C'est juste ça. Prendre les 3 points parce que c'est vital pour la suite de ce sprint final. Surtout que Monaco, lors de la prochaine journée, joue Strasbourg. Donc, un de concurrents va perdre des points, peut-être même les deux. On verra s'il y a match nul. Donc, c'est une victoire qui est évidemment obligatoire. L'autre info qui est tombée hier, c'est le journaliste Rudy Galetti, journaliste expert en mercato, qui nous parle de l'intérêt de l'OM pour Olivier Boscagli. Tiens donc, Olivier Boscagli, 27 ans, libre de tout contrat, qui arrive donc à la fin de contrat avec le PSV. Des clubs italiens, allemands et turcs sont également intéressés. Alors, si vous nous suivez, vous n'êtes pas surpris par cette info. Pourquoi ? Parce que début janvier, j'avais indiqué, hop, alors je suis désolé, j'ai ce petit truc là qui arrive, hop, voilà, on va l'enlever. L'OM suit avec attention Olivier Boscagli, début janvier, je vous l'ai indiqué, le défenseur du PSV qui arrive en fait de contrat en 2025, il fait partie des joueurs ciblés sur ce poste de défenseur axe gauche en cas de départ de Lilian Brassier. Alors Lilian Brassier est parti, Lilian Brassier n'a pas été remplacé, on le rappelle, hein, il n'a pas été remplacé lors du dernier mercato.
Boskagli avait été évidemment approché, euh, mais c'était compliqué parce que le PSV demandait une grosse somme d'argent pour un joueur qui arrive en fait contrat dans 6 mois. Donc l'OM a passé son tour, mais le joueur, lui, n'a pas prolongé au PSV parce que lui ne veut pas prolonger. Et donc aujourd'hui, ben, il y a un intérêt qui est clair, qui est net. Je vous montre sa fiche Transfermarkt d'Olivier Boskagli. On est sur un garçon qui est totalement titulaire dans son club, hein, 39 matchs depuis le début de la saison, un but, 5 passes D. Il a notamment participé malheureusement pour lui à la déroute en huitième de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Mais juste avant, par contre, voilà, il avait participé par exemple au match de barrage contre la Juve, remporté par le PSV. Et puis dans la phase de groupe, ben, c'est un titulaire, capitaine contre Liverpool par exemple. En championnat, bon ben là aussi pareil, hein, capitaine sur certains matchs. Alors il a eu 2-3 absences, mais sinon voilà, il est là. C'est un joueur extrêmement complet, gaucher. Donc voilà, ce serait pour un défenseur axe gauche, hein. Sa valeur transfermarkt, elle est encore à 23 millions d'euros, hein, alors qu'il est en fin de contrat dans quelques mois. Bon, c'est un joueur très très fort. C'est surtout un joueur qui est extrêmement suivi, comme lui dit le journaliste Rudy Galetti. C'est un joueur qui est extrêmement suivi par pas mal de clubs. Donc il y aura une très grosse concurrence. Évidemment, lui, il va faire monter un petit peu les enchères. Pas forcément tant sur le salaire, parce que sur le salaire, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on est plutôt d'accord déjà avec lui, parce qu'il y a des discussions, hein, clair et net. Mais c'est plutôt au niveau de la prime à la signature, hein, voilà, qui correspond en fait à un transfert. Faut jamais perdre de vue qu'un joueur qui est en fin de contrat et qui arrive libre, bah, généralement, il faut quand même payer une grosse prime à la signature, ce qui équivaut plus ou moins à un transfert, même si c'est un peu moins. On va pas lui payer 23 millions de primes à la signature, hein, mais il va essayer d'avoir le plus possible, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'il négocie avec des clubs. Il y a des gros clubs sur lui. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, en tout cas, de Levi Boskali. Est-ce que c'est un joueur qui, par exemple, pour vous, pourrait très bien rentrer dans soit le schéma tactique actuel? Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Après, faut aussi penser à une chose, c'est que Roberto De Zerbi, si évidemment il est toujours là la saison prochaine, a une envie, comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est de repasser dans une défense à 4. Donc est-ce qu'on peut imaginer Olivier Boskagli dans une défense à 4, côté gauche, associé par exemple à Leonardo Ballardi? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, pour vous, quelles sont ses qualités, ses défauts? C'est quelqu'un en tout cas qui est très très bon là, dans la relance, qui n'est pas non plus extrêmement, on va dire, rapide, mais en tout cas qui a une bonne lecture du jeu. Et puis surtout qui a une solide expérience maintenant. Voilà, très clairement, aujourd'hui, c'est un joueur qui a fait plus de 200 matchs, 200 matchs tout pile avec le PSV. Voilà, on est sur quelqu'un d'extrêmement solide. 18 matchs de Ligue des Champions, 18 matchs d'Europa League. Il apporterait évidemment de l'expérience à cet effectif, qui en a déjà, mais qui en aurait besoin. Donc voilà, c'était la grosse info qui est tombée hier. Et puis il y a une autre info qui est tombée. Alors là, l'info, elle est tombée hier aussi, pardon, voilà, hier matin. C'est les représentants de l'OM qui étaient dans les loges à Sao Paulo pour suivre de près Ryan Francisco, un jeune crack brésilien. Vous le voyez en photo, il a un petit air de Luis Enrique, je trouve d'ailleurs. Est-ce que c'est bon signe, ça on verra. Le PSG Montpellier sont également sur le dossier du jeune attaquant. Ryan Francisco, alors, bon, évidemment, je pense qu'on est très nombreux à ne pas le connaître. Ce qui est normal, parce que quand on regarde sa fiche Transfermarkt, en fait, on se rend compte qu'il n'a joué que 2 matchs de championnat brésilien. Pour 14 minutes, hein, donc vraiment on est sur pour le moment un très jeune joueur qui fait des bouts de match. Il faut voir aussi une chose, en Copa Libertadores par exemple il était sur le banc, il n'est pas rentré. Par contre voilà, la Copinha, donc qui est en fait le championnat en fait des jeunes, voilà, des juniors au Brésil, on voit qu'il a extrêmement cartonné, il a envoyé des doublés, il a marqué quasiment à tous les matchs, 8 buts en 10 matchs, non 10 buts pendant 8 matchs, donc c'est très 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 intéressant. Alors pour tout vous dire, pour faire cette vidéo, je me suis quand même renseigné auprès de spécialistes championnat brésilien. J'ai notamment demandé à mon ami Pierre Gerbeau et à Dominique Bailif, qui sont vraiment des spécialistes qui le connaissent, qui l'ont déjà vu jouer.
Et notamment Dominique m'expliquait par rapport à Ryan Francisco. C'est un jeune joueur évidemment donc très prometteur, qui a des qualités de buteur assez certaines. Euh, S'il devait le comparer à un joueur, on va dire à peu près de son âge, pour lui, c'est un profil à la Hendrick, l'attaquant du Real de Madrid, toute proportion gardée évidemment. Aujourd'hui, il n'a pas encore prouvé quoi que ce soit avec les pros, mais pour lui, dans le style, on est sur ce type d'attaquant. Pour Dominique, il y a aussi un gros bémol malgré tout, c'est que c'est un joueur qui n'est pas prêt, pas du tout. C'est un joueur qui a un gros problème aujourd'hui, c'est le côté physique. Physiquement parlant, euh, il doit se former, hein, tout simplement. Pour lui, venir dès cet été en Ligue 1 pour avoir un rôle, ça lui paraît assez lointain. Mais disons que la bonne idée, pourquoi pas, ça serait de l'acheter cet été, de le laisser en prêt au Brésil pendant un an pour qu'il puisse jouer. Pierre Gerbeau, donc, que je salue et qui passe souvent sur notre chat pendant nos lives, m'expliquait qu'il connaissait très bien notamment l'entraîneur de Sao Paulo, et que l'entraîneur de Sao Paulo, pour lui, un joueur qui a 35 ans, 18 ans, à partir du moment où il est bon, il jouera. Donc si Ryan Francisco, il est bon et il fait ce qu'il faut pour jouer, peu importe qu'il soit jeune, hein, il a 18 ans, il jouera des matchs. Donc pour le moment, il a fait 2 entrées dans le championnat brésilien, on le voit ici. Une entrée d'une minute lors de la première journée, et puis là, lors du dernier match, il y a 3 jours contre Cruzeiro, il est rentré 13 minutes. Voilà, ça va suivre son cours. Mais effectivement, pour Pierre aussi me disait, c'est un joueur qui n'est actuellement pas prêt encore pour venir en France. Mais voilà, c'est intéressant d'être sur ce type de joueur, à droit devant le but, hein, voilà, comme on m'a expliqué, à droit devant le but, qui a une bonne qualité de dribble, assez rapide, mais un gros déficit physique aujourd'hui encore, qui fait qu'il n'est pas prêt du tout pour venir en Europe. Donc on verra ce que donnera cette rumeur. Est-ce que ça va se prolonger ou pas? Bon, que Paris soit dessus, c'est pas étonnant, ouais, parce que Paris en connaît un petit peu la filière brésilienne chez eux. Montpellier, bon là on peut un peu plus pardon, s'interroger, étant donné évidemment aussi la situation de Montpellier. Est-ce qu'ils vont aller sur ce type de profil? Je suis pas sûr non plus. On verra s'il y a des clubs européens qui se greffent aussi dans le dossier, parce que bon, ben, si c'est un crack, évidemment que comment dire, des gros clubs brésiliens vont se positionner. Après, ce qu'il faut voir évidemment aussi, c'est que si on doit se positionner, c'est peut-être maintenant, parce que c'est un garçon qui n'a pas encore explosé dans le championnat brésilien, et que s'il explose dans le championnat brésilien, style Hendrick, je reparle d'Hendrick parce que lui, par exemple, avait fait une saison complète au Brésil, et ben, tout de suite, c'est des gros clubs qui se positionnent et qui envoient le pactole pour s'attacher les services. Donc on est sur vraiment un jeune prospect sur lequel il faudrait voir si on mise dessus ou pas. La valeur transfermarkt, elle est aux alentours de 4 millions d'euros. Voilà, bon, on peut imaginer que Sao Paulo, s'ils le vendent, ils vont le vendre entre 5 et 10. Il a un contrat jusqu'en 2028, donc il y a quand même 3 ans de contrat derrière. Donc voilà pour la rumeur Ryan Francisco qu'on va suivre, hein, on va voir ce que ça va donner. J'essaierai de demander à Dominique Bailiff notamment, qui suit énormément le championnat brésilien. D'ailleurs, je vous conseille de suivre son compte X, ainsi que Pierre Gerbeau, journaliste pour Lucarno Posé. Voilà, on essaiera de se tenir informé un petit peu de sa situation et voir si il arrive à faire sa place avec l'équipe première, tout simplement. Voilà, c'était un petit point rapide au niveau de l'actu. Je vous dis du coup à demain. À demain, 21h15, comme d'habitude, pour la tribune OM. On va parler évidemment d'OM Montpellier. On reparlera de Pablo Longoria et du message qu'il a envoyé. Puis on verra si entre-temps, il y a des petites infos qui sont tombées ou pas. Voilà, en même temps que je suis en train de vous dire ça, je suis en train de vérifier est-ce qu'il n'y a pas une info, parce que ça, c'est ma spécialité. Dès que je tourne une vidéo, il y a toujours une dinguerie qui sort. Non, pour le moment, il n'y a rien qui sort. Ah, si, attendez, hop, un petit quelque chose, voilà. Allez, j'en profite. C'est une info de la Provence, alors je pense que ceux qui ont lu la Provence l'ont peut-être déjà. Roberto Desarbi a réclamé cet hiver un autre défenseur central. Les dirigeants marseillais ont tenté de le satisfaire, mais n'ont pas trouvé le profit idéal en raison de leur budget serré. Voilà, c'est bon, ça, on en a déjà parlé, on l'avait déjà dit.
le départ de Lilian Brassier n'a pas été compensé. Ils avaient tenté de faire notamment, si vous vous rappelez bien, Anselmino, le jeune défenseur argentin de Chelsea. Ça s'est pas fait pour des raisons, on va dire, administratives du côté de Chelsea. Et en fait, l'OM n'a pas pu faire un défenseur parce que, en fait, ce que les défenseurs visés par l'Olympique de Marseille, c'était soit trop cher, soit ça faisait pas l'unanimité au sein du club. Donc, donc voilà, mais effectivement, Roberto De Zerbi avait réclamé un défenseur supplémentaire et dans l'idée, il fallait remplacer l'Embrassier. Après, Kondogbia a été jugé comme étant capable de jouer aussi en défense centrale. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte qu'évidemment, c'est un choix qui n'est pas payant, malheureusement. On est en manque de défenseurs. Et puis surtout, le cas Luis Felipe est aussi problématique puisqu'il n'a quasiment pas joué. Et c'était pas forcément prévu. Hein, c'était un joueur sur lequel il compte énormément Roberto De Zerbi. Donc voilà un petit peu les problématiques de la défense. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube et puis aller voir notamment les 2 dernières vidéos qu'on a publiées. Et une dont on parle évidemment de la défense. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre une défense à 4 ou pas avec l'effectif actuel? On a eu le débat avec Julien, donc je vous invite à regarder ça. Et puis aussi une vidéo par rapport un petit peu aux coulisses au sein du club, les différents bruits qui sortent, pour quelles raisons, par quel biais, etc. Voilà, on a essayé de vous donner le maximum d'informations. Donc voilà, c'est sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller regarder ça. Voilà, je vous dis bonne journée, je vous dis à demain, et puis je vous dis allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.